Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un très grand plaisir et un honneur pour moi de recevoir ici au Collège de France le professeur Michael Lackner de l'université d'Erlangen-Nürnberg en Allemagne. Donc le professeur Lackner est un ami de longue date. Je crois que, enfin, j'ose plus tellement compter, mais on se connaît au moins depuis 20 ans, je pense, au bas mot. Je le présente très rapidement à vous tous qui êtes ici. Je pense que vous connaissez déjà ses travaux. Mais je voulais d'abord vous remercier d'être venus si nombreux ce soir, alors qu'il fait tellement beau dehors. On serait tellement mieux dehors. Mais donc, Monsieur Lackner a été formé à Heidelberg, à Munich et à Taipei. Il a été d'abord professeur à l'université de Göttingen, puis à l'université de Genève. J'en profite pour saluer la présence parmi nous du professeur Nicolas Zuffray, donc, qui représente la sinologie donc, de Genève. Et depuis 2001, le professeur Lackner occupe la chaire de sinologie donc, à l'université d'Erlangen. Il a été, avant de venir au collège, professeur invité dans les plus grandes universités du monde, l'université Fudan en Chine, l'Australian National University, Kansai University à Osaka. Il a séjourné au Princeton Institute for Advanced Studies. Il a été invité également plusieurs fois en France à l'EHESS, à la Maison des sciences de l'homme. Donc le professeur Lackner jouit véritablement d'une réputation internationale dans le domaine des études sur les sources textuelles et l'histoire intellectuelle de la Chine ancienne et classique, d'où donc la convergence de nos centres d'intérêt. Et comme le montre son impressionnante bibliographie, que je ne vais pas évidemment rappeler en entier ici, il a publié et édité de nombreux ouvrages dont certains sont le résultat de grands projets collectifs qu'il a dirigés véritablement de main de maître. Et on peut dire que actuellement, beaucoup de représentants de la sinologie allemande ont été ses disciples. Alors, vous allez voir que à travers les intérêts cultivés donc par le professeur Lackner, on peut suivre véritablement un fil conducteur qui en fait véritablement un grand expert de l'histoire intellectuelle de la Chine. On peut citer d'abord donc son intérêt pour la philosophie de l'époque Song, c'est-à-dire donc en gros autour de l'an 1000 de l'ère chrétienne, dont il va sûrement être question dans les 4 conférences que le professeur Lackner va nous donner. Je retiendrai pour ma part donc une très belle traduction allemande d'un texte d'une difficulté absolument innommable, qui est donc le Zhengmeng de Zhang Zai, qui a été publié en traduction allemande dans la collection prestigieuse de Meiner en 1996 sous le titre de Rechtes auflichten. Et également en fait un travail en fait qui m'a permis justement de faire la connaissance du professeur Lackner donc il y a à peu près une vingtaine d'années où il a commencé à s'intéresser à la question de l'argumentation par diagramme. Et donc ça a fait l'objet donc d'un certain nombre de publications, et la dernière en date est une contribution que le professeur Lackner nous a donnée pour
notre volume collectif sur la grande étude, donc ce texte canonique du Daxue, paru donc au Collège de France en 2015. Le professeur Lackner s'est également intéressé donc aux missions des jésuites en Chine. Ça fait même partie d'un de ses premiers centres d'intérêt. Dans ce cadre, il a fourni une traduction du Xi Guoji Fa. Donc c'est un traité écrit par les jésuites sur les techniques, les mnémotechniques. Il y a également une étude sur Joseph de Prémar, publiée sous le titre de A Figurist at Work. Et c'est dans justement le cadre de ces travaux sur les missions jésuites que le professeur Lackner a été en contact avec le professeur Jacques Gernet, donc éminent sinologue qui a été professeur ici au Collège de France et qui, je peux vous le dire, entretenait une très grande admiration pour les travaux de Michael. Plus récemment, donc, il y a eu cet intérêt pour la formation du lexique de langue scientifique moderne et des nouvelles disciplines du savoir en Chine, qui a donné lieu donc à des publications collectives importantes qui sont vraiment des références. Vous avez d'abord donc New Words for New Ideas, Western Knowledge and Lexical Change in Late Imperial China, publié chez Brill en 2001, et ensuite Mapping Meanings, The Field of New Learning in Late Qing China, également publié chez Brill en 2004. Et ces travaux ont également donné lieu à la constitution d'une banque de données qui s'appelle donc le Modern Chinese Scientific Terminology, qui est une base de données absolument indispensable donc, pour donc cette problématique. Il y a eu également des travaux sur le discours moderne et contemporain sur l'identité chinoise depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Et ça, c'est une problématique qui est tout à fait d'actualité. Et je crois que nous avons vraiment besoin d'une approche critique comme celle que cultive le professeur Lackner, donc sur une question de cette nature. Et enfin, on peut citer des travaux sur les arts mantiques, donc les arts de la divination. Alors là aussi, c'est un fil continu dans les travaux du professeur Lackner parce que, en réalité, il a commencé par une thèse sur l'interprétation des rêves et il a travaillé aussi sur les chansons prophétiques et c'est un fil donc qu'il continue donc à cultiver et qui va donner lieu justement aux conférences du Collège de France. Et pour terminer donc le volet bibliographique, il faut signaler que le professeur Lackner est quelqu'un de très connu dans les milieux universitaires chinois. La preuve en est donc ce volume d'articles, donc de textes, une collection de textes publiés par l'université Fudan, donc en traduction chinoise. Et je terminerai donc bien sûr en disant que là je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent à ce titre, que depuis 2009, le professeur Lackner est à la tête d'un important groupe de recherche. En fait, groupe de recherche, c'est une dénomination un petit peu modeste parce qu'il s'agit en fait d'un International Research Consortium in the Humanities, donc un centre international pour la recherche en sciences humaines, financé donc par le ministère de l'Éducation allemand, et qui s'intitule donc Fate
Freedom and Prognostication, Strategies of Coping with the Future in East Asia and Europe. Alors, ce consortium ou Cluster Excellence réunit des chercheurs venus du monde entier et dont certains sont présents dans la salle, et issus d'une grande diversité de disciplines qui travaillent de concert et dans une perspective comparatiste sur de multiples aspects des théories et pratiques mantiques en Asie orientale et en Europe. Alors, ce vaste projet, qui a été récemment reconduit pour plusieurs années, a déjà donné lieu à un certain nombre de publications. Alors, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte vous-même, le professeur Lackner, qui, outre sa langue maternelle, l'allemand, donc parle couramment, excusez du peu, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et bien sûr le chinois, et j'en oublie sûrement, nous fera bénéficier donc de son expertise sur le volet chinois, donc de ce domaine de recherche tout à fait novateur, dans une série de 4 conférences en français, en excellent français, qui proposent d'aborder sous des angles différents la question y a-t-il une philosophie de la divination chinoise? Donc je rappelle que les 2e et 3e conférences auront lieu les mardis 6 et 13 juin, toujours à 17h, et la 4e et dernière conférence le vendredi 16 juin, toujours à 17h. Donc, pour ce qui est de la salle, de toute façon, c'est ici et ce sera fléché. Alors, avant de donner la parole au professeur Lackner, il y a un petit rituel maison qui consiste à remettre une médaille souvenir à nos conférenciers invités pour leur exprimer notre gratitude. Merci. Merci beaucoup, merci. Je suis curieux de jeter un coup d'œil sur la médaille. Merci et bonjour à toutes et à tous. Merci de cette introduction, un peu exagérée peut-être. Et je tiens bien sûr tout d'abord à remercier Anne Chang, professeure au Collège de France, une collègue vraiment de longue date, de plus de 20 ans je pense, de son invitation, de cette introduction qui m'honore beaucoup. Et comme vous avez entendu, j'ai eu le plaisir de pouvoir publier un article dans un livre qui a paru sous sa direction, sur la grande étude. En plus, pendant 6 ans, Anne Chang a été membre du conseil scientifique de notre centre, et je lui suis redevable pour de bon nombre de conseils, d'avis et de bonnes idées qui ont été vraiment très utiles. Donc le choix de mon sujet pour cette série de conférences est dû à plusieurs réflexions. D'abord, je ne suis pas un véritable spécialiste des diverses techniques utilisées dans le cadre des arts mantiques en Chine. Mes connaissances dans ce domaine sont relativement superficielles, mais ce qui plus est, la sinologie française possède, avec Marc Kalinowski ici présent et beaucoup d'autres collègues, des plus grands experts de la divination chinoise, et tout étalage de mon peu de savoir égalerait ce qu'en chinois on appelle Panman Nongfu, littéralement manier la hache devant la porte du maître charpentier Lu Ban, donc devant un éminent maître en la matière. Deuxièmement, je me suis intéressé depuis quelque temps au jugement porté sur les arts mantiques, par des lettrés en Chine et en Europe. Le clivage entre le savoir des experts d'une part et celui des penseurs et philosophes de l'autre m'a toujours semblé révélateur du degré d'acceptation d'une conception du monde partagée par toutes les couches sociales d'une civilisation. Or, ce clivage s'exprime de façon différente dans les civilisations chinoises et européennes. Poser la question de savoir s'il existe une philosophie de la divination chinoise, c'est aussi rendre hommage aux recherches de Han Chang en matière de philosophie et histoire intellectuelle en Chine.
Là encore, il faut avouer que mes connaissances ne sont pas à la hauteur des siennes, mais j'aimerais tout de même que ces conférences qui s'en suivront puissent contribuer un tout petit peu au vaste champ de la réflexion sur la pensée chinoise. Ces conférences sont conçues comme un périple au sens originel grec du terme, périplus, c'est-à-dire que j'essaierai de naviguer autour de la côte de l'île que représente mon sujet. Au cours de ce périple, chaque arrêt aboutit à une perspective particulière, une perspective qui pourtant ne sera jamais exhaustive. Le premier arrêt sera consacré, entre autres, à la pensée autour du classique des mutations, le I Ching. Un deuxième arrêt envisagera de saisir quelques aspects de la conception des armes antiques comme voie mineure au petit chemin, Xiao Dao. Un troisième point de vue de mon périple, au sens originel, abordera la question de la liberté, car je suis persuadé qu'il existe un lien inextricable entre l'idée de pouvoir prédire le futur et celle du libre arbitre. Et finalement, la quatrième perspective s'occupera de l'impact de l'histoire sur les énoncés divinatoires de l'oracle du temple chinois. Comme c'est la règle dans un périple, certains contours du paysage apparaissent à plusieurs reprises. Pourtant, en fonction de la perspective choisie, la même montagne, en fonction de la perspective choisie, la même montagne prendra une forme diverse. Deux de mes montagnes s'appellent Zhuxi, XIIe siècle, et Tiyun ou Tixiaolan, XVIIIe siècle. Leur apparition et celle de bon nombre d'autres dans plus qu'une conférence m'a paru inévitable, car leurs opinions m'ont permis d'envisager mon île de plus que d'un angle. Donc, prière de bien vouloir excuser ces réitérations, elles sont dues à un horizon limité par la nature même du périple, et prière de éventuellement bien vouloir pardonner mon français des fois un peu rouillé. Le titre de cette série de conférences est le suivant: Y a-t-il une philosophie de la divination chinoise? Cette question peut paraître étrange au premier abord et nécessite des explications. En général, la divination requiert un savoir d'expert, et les experts ne sont pas obligés de développer une métathéorie. Cela est valable pour toute forme d'artisanat, et d'un certain point de vue aussi pour la médecine, par exemple. On ne peut exiger de chaque médecin de développer une philosophie de son art au-delà de l'éthique du serment d'Hippocrate. De même, pour la jurisprudence, on peut affirmer à juste titre que certes, dans de nombreuses universités, on enseigne la philosophie du droit, le plus souvent comme discipline secondaire, mais là aussi, il arrive rarement qu'une personne qui pratique le droit, c'est-à-dire par exemple un avocat, ait vraiment besoin d'une philosophie du droit, pour ne pas dire d'en développer une lui-même. Le concept de philosophie englobe davantage que le concept de théorie, car cette dernière peut, en règle générale, rester dans le cadre du savoir des experts, tout en développant certains aspects. Dans le travail sur les textes, cette différence entre théorie et philosophie correspond à la différence entre l'exégèse et l'herméneutique, dans un sens général, un sens plus étroit. Les experts des systèmes antiques, comme par exemple de l'astrologie occidentale ou du feng shui chinois, ne sont pas nécessairement des philosophes et en règle générale, ils ne le sont pas. Inversement, les philosophes sont rarement des experts, même s'ils s'expriment parfois sur le savoir des experts en essayant de l'intégrer dans leur conception du monde, ou de l'en exclure, bien sûr. Toutefois, il existe des exceptions, comme par exemple Albert le Grand, XIIe siècle, XIIIe siècle, dont je parlerai dans le cadre d'une autre conférence. Citons comme expert aux ambitions philosophiques en Occident également l'astrologue grec Vettius Valens, IIe siècle de notre ère, dont je parlerai aussi. La méfiance de Thomas d'Aquin
envers la divination est bien connu, mais celui-ci n'a jamais remis en question la conception scientifique du monde qui constitue la base de l'astrologie. Les astres exercent une causalité qui se situe à un niveau qualitatif plus élevé que la causalité terrestre. Causalité céleste et causalité terrestre étant soumises à un ordre hiérarchique. Et la force causale supérieure qui émane des astres est le fondement des opérations occultes de la nature, occulte operationes naturae. Wilhelm von Morbeke, 1215 jusqu'à 1286, l'un des traducteurs les plus productifs d'œuvres philosophiques et scientifiques grecques en latin, ébaucha une philosophie de la géomancie sur la base de cette conception du monde, de arte et scientia geomantiae. Cette technique, apparemment très répandue au Moyen-Âge, n'a rien à voir avec la géomancie chinoise qui analyse la nature des lieux. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi topomancie pour les vivants et les morts. Celle-ci est plutôt apparentée à la cléromancie du classique des mutations, où un mouvement arbitraire dirigé par le hasard fait l'objet d'un calcul. La première phase est due au hasard. Sur une ligne, dans la géomancie occidentale, on dessine avec un bâtonnet dans le sable ou avec un crayon sur une feuille de papier, de droite à gauche, sont regardées 16 rangées de points, le nombre de points étant le fruit du hasard. Ce n'est qu'après qu'a lieu l'opération du calcul, les points figurant sur chaque ligne étant reliés ensemble, deux à la fois, si bien qu'à la fin, il reste 1 ou 2 points pour chaque ligne. La procédure qui suit est complexe, mais il en résulte finalement 16 figures géomantiques possibles réparties en maisons correspondant elles-mêmes aux maisons dites astrologiques. Également dans la variante la plus prisée de la consultation de l'oracle à l'aide du classique des mutations, un acte arbitraire, c'est-à-dire la divination des tiges, est suivi d'une opération de calcul dans laquelle, dans les différents bouquets d'Achillée arbitrairement séparés, on retire 4 tiges chacun, les tiges restantes étant au nombre de 6, 8 ou bien de 7 ou 9. Non, Wilhelm von Morbeke défend la géomancie en arguant d'une part qu'elle est plus facilement praticable que l'astrologie. Cependant, elle n'est pas seulement plus facilement praticable, mais d'autre part, elle est étroitement liée aux influences célestes. Au moment du calcul, le géomancien n'est que l'instrument permettant à l'influence des corps célestes de se transmettre au corps terrestre. Grâce au réseau universel des processus causaux, les influences célestes atteignent même la Terre. De cette manière, les figures résultant de la cléromancie reflètent exactement la situation actuelle du ciel, la main qui dessine étant guidée par le mouvement céleste. Avec ce traité, nous possédons un fondement philosophique de la divination, ou du moins d'une de ses variantes. Et ce fondement est induit par une question précise, à savoir la raison pour laquelle un oracle s'avère vrai. Pourquoi la consultation de l'oracle fonctionne-t-elle? Quelle autorité en assure l'efficacité? Même sans avoir été posée de façon explicite dans la Chine traditionnelle, cette question y a trouvé également une réponse. Si l'on en croit les propos du sceptique Wang Chong, beaucoup de ses contemporains étaient convaincus que l'oracle obtenu à partir de l'écaille de tortue et de l'achillée est vrai, pour la bonne raison que ces objets possèdent eux-mêmes une autorité lumineuse ou spirituelle, en chinois ling, qui est efficace. Nous y reviendrons. Dans ce cas, ce n'est pas forcément la force du ciel qui authentifie l'oracle, mais les objets eux-mêmes qui possèdent cette force. Dans son ouvrage Divination, Mythology and Monarchy in Han China, Michael Lewis cite de nombreuses sources attestant que c'était probablement le grand âge de la tortue qui lui conférait cette mystérieuse aura. Cela vaut aussi pour l'achillée, en dépit de certaines réserves.
Nous reviendrons plus tard sur les raisons de ce lien. Kenichi Takashima, qui a consacré sa vie à l'étude des os oraculaires de la dynastie Shang, présume que la force lumineuse qui conférait à ces os leur pouvoir d'authenticité était perçue dans une espèce d'araignée qui résidait dans ces os. Néanmoins, la question philosophique peut être posée en sens inverse. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Et de manière encore plus précise et plus extrême peut-être, pourquoi cela ne peut-il pas fonctionner? On connaît des sceptiques de ce genre également dans la Chine ancienne. Xunzi, IIIe siècle avant notre ère, se prononce au 5e chapitre de l'ouvrage du même nom contre la physiognomonie. Pour lui, toutes les prédictions exactes sont le fruit du pur hasard. En outre, cette technique se concentre exclusivement sur l'aspect extérieur de l'homme et néglige sa conscience. Toutefois, son argument premier est de nature historique. Il est d'avis que les hommes de l'Antiquité ne connaissaient pas cet art. Et au 1er siècle apparaît Wang Chong, un critique important aussi bien de la croyance aux esprits que de la divination. Donc lui, il exprime un avis philosophique selon lequel la destinée de l'homme représente un lien complexe entre la prédestination et les coïncidences. J'ai ici des citations de Mark Kalinowski, au moins j'en lirai une. Plutôt que d'ériger une opposition absolue entre contingence et fatalisme, entre hasard et nécessité, déterminisme aveugle et liberté d'action, Wang Chong associe le destin et les conditions extérieures en un couple de forces complémentaires qui, à l'intérieur d'une situation donnée, permettent à ceux qui s'y trouvent impliqués de voir leur destinée s'accomplir. Il y a donc, d'une part, un fatalisme génétique qui ressort de sa conception innéiste du destin qu'il défend envers, et contre tout, et d'autre part, un déploiement destinal déterminé par les circonstances et par l'ensemble des notions qui lui sont assignées. Mais maintenant, cherchons dans la Chine traditionnelle des parallèles avec la pensée de Wilhelm von Moerbeke, à savoir des concepts confirmant la possibilité de la véracité d'un oracle. La divination a pour objet de révéler ce qui est caché. L'avenir est caché, mais il y a aussi certaines choses dans le passé qui peuvent rester cachées, si bien que, en partant du présent, c'est l'axe du temps dans son ensemble qui joue un rôle. Le fondement de cette pensée réside dans les classifications. Cela vaut pour les phénomènes naturels, de l'analyse de la formation des nuages, jusqu'aux observations complexes de l'astrologie ou, de façon plus fondamentale, de la qualité de certaines dates, mais cela vaut aussi pour les objets créés par l'homme lui-même, auxquels on dénie souvent leur caractère en fait artificiel, de sorte qu'eux-mêmes deviennent un morceau de nature, comme nous l'avons constaté sur l'exemple de la géomancie européenne ou aussi de l'oracle chinois au moyen de l'écaille de tortue ou de l'achillée. La classification n'est tout d'abord rien d'autre que la reconnaissance de schémas, de patterns, de modèles. Le classique des mutations est composé de tels patterns. D'abord, la division binaire de traits yin et de traits yang, puis de leur combinaison en trigrammes, et finalement de la combinaison de deux trigrammes chacun pour parvenir à 64 hexagrammes au total. Les textes accompagnant les hexagrammes décrivent des forces, des situations ou des tâches, la famille, des qualités ou aptitudes personnelles, des activités concrètes, des phases politiques, et souvent, ils contiennent des concepts abstraits avec plusieurs interprétations possibles. Entre 350 et 300 avant notre ère apparaît la première tentative d'octroyer une justification philosophique à la simple reconnaissance de patterns, de schémas.
Sur ce qu'on appelle les 10 ailes, la plus importante est le grand commentaire, Dazhuan, ou aussi le commentaire des mots annexes, Shizhuan. Ce commentaire décrit le I Ching comme une sorte de microcosme contenant d'une manière symbolique les processus des mutations de l'univers. À travers la divination, l'individu peut comprendre les schémas plus profonds de cet univers. Dans ce contexte, il est important que le grand commentaire contienne une justification cosmologique des opérations de calcul qui se font après la division arbitraire des tiges d'Achillée, le jour et la nuit, les 4 saisons, le nombre de jours, des jours de l'année, et bien d'autres facteurs sont évoqués. Le fait donc que le traité canonique des mutations soit intégré dans un contexte cosmique, et encore mieux cosmologique, apparaît clairement dans la phrase suivante. Je cite, « Le I Ching prend ses règles du ciel et de la terre, de sorte qu'il peut définir totalement la voie du ciel et de la terre. La modification et la transformation sont les symboles du mouvement en avant ou en arrière. La dureté et la douceur sont les symboles du jour et de la nuit. Le mouvement des 6 traits marque la voie des 3 termes extrêmes, c'est-à-dire des 3 forces, san, tsai, homme, ciel, terre et homme. Et ensuite, le calcul avec les tiges d'Achillée, avec lequel beaucoup d'entre vous sont familiers, est intégré précisément dans un système de temps cosmique. Le total de la grande somme est 50, on n'en emploie que 49, on les partage, etc., etc. Il y a 2 mois, dans 5 années, il y a 2 mois complémentaires. On les compte par 4 pour symboliser les 4 moments, c'est-à-dire les 4 saisons. On ramasse le reste entre l'index et le médius de la main gauche pour symboliser les mois complémentaires. Et comme ça, dans 5 années, il y a 2 mois complémentaires. Aussi, on refait l'opération du reste en éliminant par 4, et ensuite on en replace un entre le petit doigt, etc., etc. Donc, les brins relatifs à l'hexagramme Kun sont au nombre de 144, et en tout 360, équivalent au nombre des jours d'une révolution. Mais notons que le grand commentaire est un traité savant qui n'a pas grand-chose à voir avec les pratiques contemporaines des devins et s'efforce peut-être même de se démarquer de ces derniers, mais plutôt dans un sens philosophique. Donc, cette ébauche d'un processus de concordance entre l'acte divinatoire et les lois cosmiques fut aussi appelée numérologie. Au XIe siècle, l'érudit Liu Mo a essayé de reproduire ce processus à l'aide de diagrammes. Il n'est pas possible dans ce contexte d'expliquer en détail sa manière de procéder, mais il me semble important de mentionner que Liu Mo voit l'univers construit sur des nombres pour la bonne raison que ces nombres jouent un rôle si important pour l'acte de divination, pour l'acte divinatoire. La définition courante de la numérologie, rappelons, la numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres, propriétés variables selon le contexte. Cette définition ne me semble pas tout à fait exacte, car dans le grand commentaire, et encore plus clairement chez Liu Mo, les nombres ne reçoivent pas de propriété, mais sont, pour ainsi dire, constitutifs. En conséquence, les nombres n'ont pas de signification, mais ils ont un statut ontologique. Les nombres provoquent quelque chose, ils déterminent quelque chose. Ils font du réel. Par ailleurs, le mot nombre, shu, en chinois, prend dans de nombreux contextes aussi le sens de destin. Il représente le code qui détermine notre vie. Imaginons donc qu'un ouvrage semblable au classique des mutations ait eu dans la civilisation
européenne un statut équivalent à celui du classique en Chine. Notre cosmologie aurait certainement pris alors une direction différente. L'ouvrage de Moore-Böcke et de plusieurs autres n'a occupé qu'une place marginale dans l'histoire européenne. C'est en tout cas en Chine que la cosmologie a pris sa forme décisive grâce au fait que l'ouvrage était canonique pour les confuciens et obligatoire, voire même normatif pour les taoïstes. Et ainsi, étant donné qu'il s'agit d'un ouvrage de divination, il nous faut parler d'une philosophie divinatoire. Donc, d'une philosophie de la divination à une philosophie divinatoire, correspondant en quelque sorte à ce que Jean-Pierre Vernant a appelé l'intelligence divinatoire, mais dans un sens beaucoup plus large. Ainsi, au XIe siècle, le philosophe Zhang Zai, XIe siècle, réussit à expliquer un grand nombre de phénomènes naturels uniquement à l'aide de configurations tirées du classique des mutations. Éclipses de soleil et de lune, les phases lunaires, les phénomènes météorologiques, la pousse des plantes et bien d'autres choses. Le deuxième chapitre entier de son œuvre principale est consacré à l'explication de la nature au moyen du classique des mutations. Voilà seulement quelques exemples. La Lune est l'essence du yin, donc la flèche de son mouvement dirigé à droite est la plus rapide. La matière du Soleil est au fond le yin, la matière du monde de la Lune est au fond le yang. Quand, dans les moments de transition à la nouvelle Lune et à la pleine Lune, le yang du Soleil dans la Lune et le yin de la Lune dans le Soleil inversent leur cours, des éclipses se produisent. Ou encore, quand le yin est mêlé au yang, ils s'imbriquent l'un dans l'autre et tombent sous forme de pluie. Quand le yang trouve le yin, ils tourbillonnent ensemble et montent sous la forme des nuages. Ces explications se basent sur des combinaisons de traits dans certains trigrammes. Ainsi, Li, par exemple, le feu, c'est le soleil. L'hexagramme en question montre un trait impair dans son milieu, donc yin. C'est le contraire de l'hexagramme O, Ka. C'est précisément parce que les schémas, les patterns des mutations autorisent des explications naturalistes, astreignantes, que le pas du livre au livre de la nature n'a pas été franchi en Chine. Déjà, le grand commentaire ne connaît que des mutations, et les mutations en tant que livre. Cela signifie autrement que, par exemple chez Newton, qu'il n'y a pas de différence substantielle entre livre et nature. Et c'est une preuve de plus pour la question de savoir pourquoi la divination fonctionne. Le livre est le reflet fidèle de la nature. Ici, on pourrait penser, par exemple, à la théorie de la synchronicité de Carl Gustav Jung, qu'il avait formulée en 1930 dans une préface du classique des mutations. Le successeur de Joseph Needham à Cambridge, He Bingyu, Hop Peng Yok, a commenté la concordance du livre et nature de la manière suivante, je cite, « Quand les Chinois étaient pleinement satisfaits d'une explication qu'ils avaient trouvée dans le système du classique des mutations, ils n'avaient généralement pas coutume de continuer à chercher des formulations mathématiques et des confirmations expérimentales dans leurs études scientifiques. » C'est un peu exagéré peut-être, mais quand même, il faut le retenir. Le naturalisme qu'on a pu observer chez Zhang Zai apparaît aussi dans la médecine chinoise, qui, quand dans les affections rénales, par exemple, on recommande la consommation des haricots en forme de rein. Exemple du caractère naturaliste des hexagrammes abstraits contenus dans les classiques des mutations. Un exemple, lorsque, en 645 avant notre ère, le duc Mu de Qin voulait effectuer une expédition punitive contre le duc Hui de Qin, il chargea son devin de consulter les mutations pour connaître l'issue de la guerre. Le devin Tu Fu
trouva l'hexagramme numéro 18, Gu, sans mutation dans les lignes. Le jugement de cet hexagramme était le suivant. Le travail sur le pourri est couronné d'un grand succès. Il est utile de traverser la grande eau. Donc, Tu Fu prédit donc une victoire en constatant que les troupes du duc traverseraient le fleuve entre les deux États, qu'elles vaincraient les armées ennemies et arrêteraient leur chef. Et son interprétation se basait sur le fait que l'hexagramme Gu se compose de la partie inférieure du trigramme Sun, à savoir le vent, et du trigramme supérieur Gun, à savoir la montagne, de sorte que le vent de Qin balayerait la végétation des montagnes de l'adversaire. Plus tard, les interprètes ont toujours cherché à perfectionner de plus en plus cette technique. Donc, Zhu Xi, 1130 jusqu'à 1200, qui, en réalisant l'exploit d'une synthèse entre les conceptions jusqu'alors en partie séparées, est parfois appelé le Thomas d'Aquin chinois. Zhu Xi a mis, entre autres, le classique des mutations dans un nouveau contexte. Zhu Xi était considéré par les réformateurs et révolutionnaires chinois du début du XXe siècle comme une incarnation de tous les côtés négatifs du confucianisme qu'il détestait. Sa pensée passait pour être responsable du système figé des examens, et le réformateur Hu Shi l'appela dans sa jeunesse un métaphysicien scolastique. Ce qui est vrai peut-être, mais ce n'est pas une véritable reproche, mais quand même pour Hu Shi, c'en était une. À partir des années 50 du XXe siècle, toutefois, se produira un tournant aussi bien chez Hu Shi que chez beaucoup d'autres intellectuels. Et Zhu Xi sera d'abord jugé avec plus d'indulgence par Hu Shi, après la lecture du recueil raisonné des propos de Maître Zhu, donc le Zhuzi Yu Lei. Il change son jugement parce qu'il découvre, dit-il, une méthode scientifique dans les réflexions. Dans le sillage du développement d'un néo-confucianisme moderne, Zhu Xi ne sera certes pas mis au premier plan, mais du moins réhabilité. Néanmoins, le but de telle réhabilitation est fréquemment de mesurer les philosophes chinois à l'aune de la philosophie occidentale, et l'on peut s'imaginer sans peine à quel point la pensée chinoise perd de sa substance, qu'on en cherche par exemple l'équivalent de l'intuition intellectuelle d'Immanuel Kant en Chine. Un élément essentiel qui s'est perdu ou a été refoulé au cours des siècles, c'est l'attitude envers la divination. Dans le recueil raisonné des propos de Maître Zhu, donc le Zhuzi Yu Lei, Zhu Xi ne se lasse pas de souligner que le classique des mutations était à l'origine un ouvrage de divination. Sur la base de l'historique du texte de cet ouvrage, il développe aussi une histoire de l'évolution de la conscience de l'homme. Je cite, « Le classique des mutations fut conçu pour la divination avec l'Achillée. Mesurer les nombres, ça c'est une citation du grand commentaire, pour connaître ce qui va venir, c'est cela qu'on appelle divination. » Et Zhu Xi poursuit, « De nombreuses expressions y font allusion, car les hommes de l'Antiquité étaient simples et purs. Pas aussi rusées et habiles que les autres générations qui suivirent, elles devaient appréhender une affaire après l'autre. Quand ils n'appréhendaient pas une affaire, ils devaient consulter un oracle. À l'origine, l'écriture des 8 trigrammes était destinée à l'oracle avec l'Achillée. Lorsque Fu Xi, donc le héros culturel à qui on attribue, disons, l'invention des trigrammes, lorsque Fu Xi, donc, dessina les trigrammes, il n'existait alors que les traits pairs et impairs. Il n'y avait aucun mot, pas d'écriture. Le roi Wen doubla les trigrammes en hexagrammes et rédigea les jugements. Le duc de Zhou écrivit les textes accompagnant les lignes.
Tous contribuèrent à l'interprétation de l'oracle avec l'Achillée. Au début, les mutations, c'est toujours Zhu Xi qui parle, les mutations de Fuxi étaient dépourvues de caractère. Elle ne comprenait qu'un diagramme contenant les images et les nombres. Mais les principes du ciel et de la terre et de toutes les sortes de choses, le début et de la fin, les passages du yin et yang et vice-versa y figuraient déjà. Cela signifie, fin de la citation, cela signifie que dès le début, tout était inscrit dans les mutations. Il manquait seulement une formulation explicite. Zhu Xi en explique l'évolution de la manière suivante, je cite. À l'origine, c'est répétitif, je sais, les mutations sont un livre de divination et avec l'Achillée, c'est pourquoi on a cru plus tard qu'il s'y limiterait. Lorsque Wang Bi, un grand interprète du IIIe siècle, dit philosophe parce qu'il a changé, disons, une certaine interprétation du I Ching en le dépourvant de son système et en regardant chacun des hexagrammes comme un phénomène singulier. Donc séparer les hexagrammes de leur système. Lorsque Wang Bi donc emprunta les doctrines de Lao Tzu et de Zhuangzi pour interpréter l'ouvrage, on pensa que celui-ci ne s'appliquait qu'au principe du cosmos et n'avait rien à voir avec la divination. Mais cela non plus n'est pas exact. Lorsque Fuxi dessina les trigrammes, un trait yang était porteur de bonheur, un trait yin porteur de malheur, car les caractères n'existaient pas encore. Plus tard, Wen Wang s'aperçut qu'il y avait quelque chose d'incompréhensible, il ajouta les jugements. Or, dans la consultation de l'oracle, les différentes lignes n'étaient pas saisissables, et c'est pourquoi le duc de Zhou ajouta les textes aux lignes. Mais il restait encore des éléments d'incompréhension, et c'est ainsi que Confucius rédigea les diselles. Et ces explications correspondaient exactement au sens originel. Quand aujourd'hui les hommes ne lisent que le grand commentaire, mais ne considèrent ni les hexagrammes ni les lignes, c'est comme si on ne lisait que la table des matières du canon des punitions et pas l'ouvrage lui-même. Comment alors y comprendre quelque chose? Les gens d'aujourd'hui, eux aussi, doivent comprendre qu'il s'agit d'un ouvrage de divination, sinon il est impossible d'appréhender les mutations. Donc les deux sont nécessaires. Fin de la citation. Les deux sont nécessaires, la divination et la conscience des principes du cosmos. Cette dernière n'est parvenue à se développer qu'au cours de l'histoire de l'humanité. Et l'écriture en est un outil essentiel. Donc un disciple lui demande, Maître, les mutations opèrent avec l'Achillée, diffusant ainsi la bonne doctrine de la connaissance du cosmos. Mais que se passe-t-il quand on ne l'utilise pas tous les jours, comme les anciens le faisaient? Réponse. Les hommes de l'Antiquité ne connaissaient pas encore ce principe, donc ils devaient consulter l'oracle pour toute affaire. Plus tard, les personnes qui savaient qu'on ne devait le faire que pour les affaires importantes étaient plus nombreuses. Ce constat souligne l'importance de l'oracle. Il existe un rapport étroit et indissoluble entre l'opération divinatoire et la bonne doctrine. Mais alors que les hommes de l'Antiquité, suivant Zhu Xi, faisaient dépendre chaque décision du verdict de l'oracle, nous, les hommes d'aujourd'hui, ne devrions y avoir recours que dans les affaires importantes. Toutefois, nous savons que, même après l'époque de Zhu Xi, cette maxime disant de ne consulter l'oracle que pour des raisons importantes ne fut pas toujours suivie. C'est ainsi que le grand écrivain Yuan Mei du XVIIIe siècle aurait consulté le classique des mutations pour savoir que faire contre ces mots dedans. En tout cas,
pour Jussieu, le lien entre divination et principe cosmique a des conséquences herméneutiques. Je cite, « La raison pour laquelle le classique des mutations est si difficile à lire, c'est que ce dernier était à l'origine un ouvrage divinatoire. De nos jours, il faut partir de la divination pour expliquer la voie de la doctrine, ce qui constitue un double effort. » Tous les autres ouvrages du canon confucien se basent pour ainsi dire, sur le terrain de l'histoire. Seul le classique des mutations porte en lui une certaine abstraction. Et encore Jussieu, quand l'on considère le classique des mutations, nous devons commencer par nous demander qu'en était-il avant, à l'époque où il n'y avait pas encore des traits des trigrammes. Et alors, nous devons constater que les images et les nombres formés par les traits des trigrammes sont tels qu'ils sont par nature et non créés artificiellement. Le classique des vers, donc le Shijing, fut créé, c'est toujours Jussieu qui parle, fut créé au cours du changement des us et coutumes. Le classique des documents fut rédigé en raison des événements politiques par des empereurs et des rois. Cependant, les mutations ne se basent pas sur du concret, n'ont pas de raison concrète, leurs mots sont suspendus dans le vide. Jussieu, bien sûr, ne connaissait naturellement pas les derniers résultats de la recherche, disant que bien de commentaires sur les hexagrammes se rapportent en effet à des faits historiques pourtant oubliés. Et ne se rendait même pas compte du naturalisme ancré dans l'entièreté du classique. Cependant, il a tout à fait raison d'admettre qu'aucune chose concrète n'est exprimée. Ce qui, fait intéressant, correspond au commentaire de Hegel à propos du classique des mutations. Je cite Hegel. « Cette tablette présente des figures, des traits, les uns à côté et au-dessus des autres. Ce sont des symboles, ils ont une certaine signification et sont l'assise de la sagesse chinoise. Ces significations sont des catégories tout à fait abstraites, des déterminations d'entendement les plus abstraites et partant les plus superficielles. Il convient, sans contredit, de noter que les pures pensées sont donc également portées à la conscience, mais seulement jusqu'à l'entendement le plus abstrait. Certes, on poursuit ensuite jusqu'au concret, mais ce concret n'est pas conçu, n'est pas considéré de manière spéculative, mais est extrait de la représentation habituelle et narré selon les intuitions de la perception quotidienne et selon la détermination habituelle de l'entendement, si bien que, dans la dissolution des principes concrets, on est incapable de reconnaître la tendance du concept et qu'on n'est même pas capable de trouver une appréhension sensible des puissances naturelles ou spirituelles. Encore une phrase de Hegel, et là je termine avec Hegel. Dans le Shujing, le classique des documents, se présentent également les anciennes représentations des Chinois, à savoir les 5 éléments, feu, bois, métal, eau et terre. C'est également le mode de l'abstraction générale. Celle-ci, chez les Chinois, se transforme en concrétude, quoique seulement selon un ordre extérieur et sans jamais rien renfermer de sensible. C'est l'assise de toute leur sagesse et de toute leur étude. Les propos de Hegel contiennent d'un côté une description, de l'autre un jugement. Rien qu'en raison du caractère naturaliste de ce qu'on appelle les images du traité canonique des mutations, nous approuvons la description selon laquelle ce concret est extrait de la représentation habituelle. Et l'abstraction ne s'éloigne jamais tout à fait du concret. En effet, on y trouve le ciel, la terre, les marais, le tonnerre, le vent, l'eau, la montagne et le feu.
Le yin et le yang peuvent être eux aussi interprétés toujours dans un sens naturaliste. Dans son ouvrage Fortune Tellers and Philosophers, Divination in Traditional Chinese Society, Richard Smith s'exprime de façon similaire, je cite, « Dans ce système, comme je l'ai essayé d'indiquer, les idées abstraites sont englobées dans des instances concrètes des choses et de leurs rapports. Joseph Needham a trouvé une formulation encore plus accentuée en disant que le classique des mutations incite les amoureux de la nature à se contenter d'explications qui, au fond, n'en sont pas vraiment des explications. Tempted those who were interested in nature to rest in explanations that were no real explanation at all. Toutefois, il en va tout à fait autrement du jugement accablant porté par Hegel et en partie aussi de l'évaluation de Needham. Pourquoi serait-il inconvenant de s'imaginer une philosophie reliant l'homme aux lois de l'univers dans une oscillation permanente entre le concret et l'abstrait? Ne serait-ce pas une appréhension sensible des puissances naturelles ou spirituelles? La philosophie de Hegel donne-t-elle vraiment un meilleur savoir d'orientation? Sur ce point, le savoir d'orientation, Zhu Xi propose d'un côté le lien décrit auparavant entre divination et connaissance du cosmos. Cependant, la divination a aussi une dimension morale. Une fois, je cite Zhu Xi, une fois que l'on a obtenu une image par l'oracle, même si celle-ci a un contenu néfaste, on sera en conséquence vigilant et attentif, et précisément pour cette raison, on ne sombrera pas. On deviendra même endurant, il faudra être patient, c'est ainsi que nous trouverons notre voie, et alors l'image ne sera plus néfaste. Là, il se montre l'héritier de Wang Bi, qui était presque du même avis. Donc l'effet psychologique de l'oracle sur le questionneur est ici au premier plan. En reconnaissant, grâce à la divination, que le questionnaire est partie intégrante des principes cosmiques qui se sont révélés à lui, hic et nunc, dans un oracle spécifique, on aboutit à une connaissance de soi-même qui fait de lui, pour ainsi dire, un homme meilleur, susceptible de faire la paix avec son destin. Cette attitude est aussi souvent appelée Li-Ming, prendre son destin en main ou établir son destin, s'en contenter, stratégie morale qui s'arrange également des circonstances adverses. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre que l'hexagramme qui vient d'être obtenu représente une situation précise permettant d'identifier les amorces de la mutation qui s'y cachent et de répondre correctement à la situation et aux circonstances changeantes. En même temps, la phrase de Zhu Xi contient aussi une réponse prudente à la question fréquemment discutée de savoir si on peut changer son destin, ce dont je parlerai dans une autre conférence. Rien que la connaissance d'une tendance révélée par l'oracle de l'évolution future permet un changement de l'attitude subjective du questionneur. Et c'est donc cette attitude morale qui est susceptible d'influencer le destin. Dans l'étude de la question concernant l'explication philosophique de l'efficacité de la divination, nous avons beaucoup parlé du classique des mutations. Ce n'est guère étonnant, vu que cet ouvrage fait partie intégrante du canon confucien et qu'aucun érudit n'aurait pu le négliger. Ceci explique aussi l'intérêt qu'il y avait à explorer son potentiel philosophique. Au plus tard, depuis la dynastie des Qing, les érudits ont cherché, dans leur classification, à souligner la différence entre les mutations, d'une part, et autres systèmes divinatoires, dont beaucoup remontent au classique. Les éditeurs de l'anthologie Siku Quanshu, collection impériale des 4 dépôts, achevée en 1882,
concède que le classique des mutations a inspiré de nombreux systèmes populaires, mais il s'efforce de les classer dans d'autres catégories que celles des classiques. La même chose s'applique à l'encyclopédie Gujin Tushu Jicheng, parue quelque temps auparavant, l'encyclopédie impériale illustrée des temps passés et présents. Dans ces deux ouvrages, les techniques divinatoires non canoniques ne figurent pas parmi les classiques. Et celui qui a compilé le Seko Quanshu, Ti Yun ou Ti Xiaolan, note dans sa préface au chapitre Shu Shu, nombre et art des nombres. Je cite, indépendamment de leur utilité, les connaissances des nombreuses techniques sont répandues depuis longtemps et leurs principes ne peuvent donc être complètement rejetés. C'est pourquoi nous les classons sous le registre des arts antiques, donc Shushu, et Tiyun poursuit immédiatement avec la catégorie suivante. Je cite, « La promenade à travers les arts, Yoi, est aussi l'un des petits chemins des voies mineures, Xiaotao, mais quand l'une de ces nombreuses techniques atteint le plus haut niveau, elle devient un réceptacle du Dao. » Tous les deux, à savoir les techniques mantiques et les arts, qui sont entre autres la calligraphie, la peinture, la cithare, l'estampage des sceaux, etc., peuvent être considérés comme des voies mineures. Et je reviendrai sur ce sujet dans le cadre d'une autre conférence. Donc, qu'en est-il cependant des autres arts? Existe-t-il ce qu'on pourrait appeler une explication philosophique? Commençons par l'interprétation des rêves. La possibilité d'interprétation des rêves figure déjà dans le classique des vers. Le classique des rites contient une classification des rêves qui sera développée plus tard, et les rêves jouent aussi un certain rôle chez les premiers philosophes du taoïsme. La littérature populaire connaît des ouvrages sur les rêves qui, pour la plupart, sont attribués au duc de Zhou. Ces ouvrages, comme beaucoup d'autres manuels divinatoires des traditions populaires, aussi d'autres civilisations, Artimidor, Ibn Sirin, procèdent d'après les critères simples de classification de protase-apodose, c'est-à-dire la proposition principale qui, placée après une subordonnée conditionnelle, la protase, en indique la conséquence. Par exemple, rêver qu'on monte les étages d'un pavillon ou qu'on gravit une montagne, protase, signifie toujours obtenir un poste de fonctionnaire, apodose. C'est grâce à Dimitri Dretas que j'ai étudié, que je suis retourné à étudier ces manuscrits. Mais la question concernant le sens des rêves ne trouve pas de réponse. Même pas dans les grandes encyclopédies des rêves publiées entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIe siècle, à moins que ces dernières ne se réfèrent à des propos généraux d'écrits plus anciens, disant pour l'essentiel que l'une des deux âmes de l'homme possède la faculté du souvenir. Après la bibliographie du Suishu, qui fut achevée en 636 et énumère encore 8 titres concernant les rêves, on ne trouvera plus d'ouvrages semblables dans l'historiographie officielle des dynasties. Néanmoins, à la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing, il y aura des tentatives de réintégrer ces techniques mantiques dans le canon du savoir. Mais c'est le canon du savoir dans lequel ce sera réintégré. On n'a pas affaire à une philosophie ou une métathéorie. L'encyclopédie intitulée Zichu, compilée par Zhou Lianggong, XVIIe siècle, traitant de la décomposition des caractères chinois à des fins divinatoires, Chaizi, Cezi, poursuit un but similaire. Pendant la manipulation d'un caractère, les pratiquants s'arrêtent sur un ou plusieurs caractères chinois et considèrent leur structure graphique, leur qualité sémantique et leur valeur phonétique indépendamment les uns des autres. Ensuite, le caractère est manipulé à l'aide d'une ou de plusieurs de ces qualités. Ce procédé aboutit
à de nouveaux caractères qui seront finalement interprétés comme réponse à une question divinatoire. Ici aussi se pose la question de savoir pourquoi une technique aussi artificielle peut donner des résultats vrais. Certaines des préfaces de l'ouvrage, donc des paratextes de l'ouvrage, soulignent que par des traits de pinceau, on crée des nombres, donc des codes, qui contiennent le Tao. La décomposition des caractères révélerait donc les amorces dont la connaissance mènerait ensuite à l'appréhension du sens. Et cela, bien sûr, nous rappelle l'emploi de ce concept dans le contexte du classique des mutations. Mais étant donné que les bases de la découverte de l'écriture sont attribuées à la même personnalité légendaire que la découverte des trigrammes dans les mutations, à savoir Fuxi, il existe ici une parenté naturelle entre les amorces pouvant apparaître aussi bien dans l'écriture que dans les trigrammes ou les hexagrammes. L'un des rares arguments en faveur du fonctionnement d'un arme antique figure dans le débat devenu célèbre concernant la logique intérieure du feng shui, débat mené entre Di Kang et Yuan Deru au IIIe siècle. Yuan se révèle être défenseur du feng shui, soit de la recherche d'une place adéquate pour les tombes des défunts, ce qui, nous le savons aujourd'hui, à partir de textes hémérologiques retrouvés récemment, apparus beaucoup plus tard en tant que feng shui pour les vivants. Toutefois, il argumente en disant que, je cite, même s'il y a un schéma, un pattern de correspondance mutuelle entre l'emplacement des tombes et le destin des descendants, ceci ne garantit pas en soi une bonne vie, que l'homme a besoin de la sagesse et doit faire des efforts pour avoir un destin heureux. Sinon, dit-il, on se comporte comme ceux qui savent que la pluie fait pousser les fruits au bon moment, mais attendent la récolte sans rien faire eux-mêmes. Vous vous souvenez peut-être du vers de la chanson de Léo Ferré, qu'il faut trafiquer quelque chose en attendant le jour qui vient. Donc là, ici, vous avez un tout petit peu la même attitude. Chercher des justifications philosophiques pour la divination chinoise signifie d'abord chercher une conception, une image du monde partagé en commun par les experts et les non-experts. Il s'agit donc d'identifier un belief system permettant d'attribuer par principe à la divination une certaine véracité. Il n'est donc pas étonnant que nous trouvions la formulation la plus explicite de ce belief system dans l'usage du classique des mutations, vu que son statut canonique attirait la plupart des esprits philosophiques. La supposition qu'il existe une correspondance intrinsèque entre la nature et le monde des humains peut être considérée comme un dénominateur commun de cette conception du monde. Les systèmes pronosticatifs reflètent l'évolution des cosmologies, mais la correspondance en tant que telle n'est pas remise en cause, pas même par les esprits sceptiques. La seule question qui se pose est de savoir si l'homme est en mesure de découvrir les lois de cette correspondance, quelles que soient les techniques utilisées. Le nombre étonnamment rare de sources attestant l'existence d'un débat philosophique sur le phénomène de l'oracle porte même à croire que la divination constituait une évidence qui ne fut problématisée que rarement en raison de sa fonction cruciale pour l'individu, la société et l'État. Comme le constatait Jean-Pierre Veynon dès 1974, je cite, la rationalité divinatoire s'insère de façon cohérente dans l'ensemble de la pensée sociale. Elle obéit dans ses démarches intellectuelles à des normes analogues. C'est avec la même rationalité que Di Yun, déjà mentionné, qui a compilé l'anthologie Siku Chuan-Chu, aborde le phénomène de la divination. Précédemment, j'ai cité un extrait de sa préface
quelque peu distancé sur l'article intitulé « Les nombres et les arts », Chouchou, préface qui nous renvoie l'image du fonctionnaire érudit. Cependant, son opinion véritable se manifeste dans ses notes au pinceau, Bidi, qu'il rédigea au cours de sa vie. Ti-Yun était intimement convaincu de l'existence des esprits et de démons, et il considérait aussi la divination comme un procédé en principe efficace, tout en se démarquant néanmoins des charlatans, comme il seyait à un homme de son rang et de son éducation. Et j'y reviendrai dans ma deuxième conférence. Ainsi caractérisait-il un devin digne de confiance. Les méthodes physionomoniques de Yang Hu et ses calculs du destin sur la base des 8 signes, heure, jour, mois et année de naissance, et des 5 agents étaient toujours justes. En outre, il était proche des idées bouddhistes qui supposaient une prédétermination totale du destin. Pour ce qui est de la question portant sur la correspondance précédemment mentionnée entre la nature et l'homme, il en arrive à une conclusion philosophique. Afin de comprendre la citation suivante, notons brièvement que Ji Xiaolan, Ti-Yun, en tant qu'homme de lettres, éprouvait, comme beaucoup de ses contemporains érudits, un intérêt particulier pour l'art antique du Fuji, où une divinité est censée guider avec une planchette, un tamis en rotin, l'écriture d'un texte révélé ou divinatoire dans du sable ou de la cendre d'encens. Parce que l'écriture en soi, et particulièrement aussi la création de poèmes, qui étaient parfois le produit de cet art, passionnait les érudits. Donc il commence par désigner les autres techniques mantiques, pour le moins douteuses, mais il souligne cependant. En général, je cite, « Ces arts illusionnistes ont quelque chose de prestidigitation et d'une manipulation habile. Seul le Fuji est vraiment digne de foi. Mais dans tous les cas, c'est l'érudition de la divinité qui compte. Si le médium nomme une divinité précise, il s'agit certainement d'une fausse attribution. Car si la divinité se désigne comme une personne précise d'une époque précise et que par la suite on demande un poème de cette personne, on obtient souvent en réponse que beaucoup de temps a passé, qu'on ne se souvient plus et qu'il est impossible de donner une réponse. Si le médium est en présence d'un questionnaire qui est un bon calligraphe, il en résultera une belle calligraphie. S'il est en présence d'un homme de lettres, il en résultera un beau poème. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, il en résultera probablement un texte d'une grande stupidité. Ce que nous appelons, c'est toujours Ti-Yun qui parle, ce que nous appelons divinité, ce ne sont pas des êtres qui sont par nature ling, donc lumineux, spirituels, c'est plutôt l'affaire des hommes. Les tiges d'Achillée et les écailles de tortue sont tout d'abord du bois sec et des os abîmés. Leur capacité à reconnaître ce qui est faste ou ce qui est néfaste est due à l'homme qui les rend ling. De nombreuses autres citations attestent que Ti-Yun considère cette forme d'interaction également valable pour le rapport entre les humains et les esprits. La possibilité, voire la nécessité d'une correspondance spirituelle et aussi physique n'est nullement niée. Ce n'est pas matérialiste, comme on a essayé d'en faire dans certains commentaires dans la Chine continentale. On ne doute pas non plus que l'oracle puisse fonctionner. Cependant, toute initiative de créer une correspondance de ce genre vient de l'homme. La rationalité divinatoire a donc trouvé dans Ti-Yun une justification philosophique de taille. Merci pour votre attention pour l'instant. Bien,
pour cette première conférence d'une incroyable richesse. Je pense que ceux qui n'ont jamais entendu parler du livre des mutations, du Yijing, ont dû être un petit peu perdus, mais c'est pas grave, on va se détailler un petit peu les prochaines fois. Moi, je dois dire que j'aurais bien aimé entendre Michael Lackner lire la citation de Hegel en allemand. Là, ça aurait été encore plus croustillant. Pour lancer un petit peu la discussion, enfin, je ne sais pas si tu souhaites qu'on prenne des questions ou est-ce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, oui. mais laisse-moi dire que j'ai fidèlement suivi la traduction française de Hegel qui existait. C'est pas ma traduction à moi. Oui. Non, mais enfin, Quoique bon, tordue, disons que... mais... Oui. Donc oui, la référence à Hume est aussi qui est un lettré extrêmement fin du XVIIIe siècle et qui expérimente quelque chose qu'on connaît tous, le mal de dents. Bon. Et alors là, en fait, le réflexe du lettré, c'est évidemment pas d'aller voir le dentiste, c'est de procéder à une divination. Mais alors là, je me suis demandé, en fait, si Hume ne pensait pas justement aux inscriptions oraculaires qu'on a retrouvées et qui pouvaient porter évidemment sur l'issue d'une bataille ou sur la météo, savoir s'il va pleuvoir, pas pleuvoir. Mais on a retrouvé également aussi des divinations justement sur le mal de dents du roi. Donc, donc là, quand vous ne pouvez plus rien faire, vous procédez à une divination. Là, vous êtes vraiment sous l'emprise justement de cette douleur absolument insupportable. Et donc là, en fait, la seule chose à faire, c'est finalement donc et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve depuis en fait, les premières inscriptions oraculaires jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la prémodernité. Bien, donc maintenant la parole est à la salle. Donc est-ce que nous avons ici, enfin, le regard s'est souvent porté vers le fond de la salle où Marc Kalinowski donc et comment dire, à la fois donc vraiment je pense un de nos meilleurs spécialistes sur les techniques mantiques, mais qui est également, et là permettez-moi un petit coup de pub, également donc l'auteur d'une traduction de Wang Chong dont le professeur Lackner a parlé dans le cadre de cette collection bleue que vous devriez tous connaître maintenant, donc de cette collection bleue des budets chinois publiée par les Belles Lettres. Et qui se modèle donc sur les budets grecs et latins, c'est-à-dire donc le texte en chinois classique sur une page et sur la page en vis-à-vis donc la traduction annotée en français. Et donc Marc Kalinowski a fait ça donc pour des textes importants de Wang Chong qui réfléchissent justement sur le sens de la pratique divinatoire.